tous les matins sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Vous nous regardez là. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou sur Fraternité FM. Mesdames et messieurs, plusieurs mois s'offrent à vous. Je le disais tantôt pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG, sinon le 00224 657 39 13 13. Merci à vous tous. À l'international, vous qui nous regardez également sur Facebook via, entre autres, sur la média Guinée News qui relaie cette émission. Et retrouvez l'intégralité évidemment de l'émission sur YouTube avec guinée114.com. Le gouvernement vient de lancer donc une vaste opération, je le disais tantôt, de déguerpissement des emprises des voies publiques. Plusieurs maisons et baraques ont déjà été cochées donc à Conakry, à Dubreka. Tout est allé très vite. Plusieurs habitations donc ont été détruites hier. Certains habitants des lieux concernés disent pourtant avoir acquis des parcelles dans des normes il y a pas longtemps. Ils auraient été dit à certains, évidemment, comme je le disais tantôt, qu'ils n'avaient rien à craindre. C'est le cas de Laye Kouyaté. Il est conseiller au ministère de l'Énergie, ancien responsable de la communication DDG. Nous allons l'entendre ce matin dans cette émission. Laye Kouyaté, conseiller, ministère de l'Énergie et ministère de l'Énergie, habitant donc de Dubreka. Vous allez l'entendre ce matin dans cette émission. Nous revenons sur le sujet d'hier à Sigiri. Le détournement serait plus important qu'on l'imagine. Depuis hier, l'affaire donc a éclaté. Le maire fuit les médias, refuse la confrontation avec un groupe restreint donc autour de lui. Il essaye donc de gérer de manière unilatérale les affaires de la commune. Pourtant, les principales commissaires ont déjà été dissoutes donc par la préfecture. Karim Traoré, conseiller communal donc à la suite de Mohamed Vakondé, nous revient évidemment avec plus de détails dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On a appris ce matin, elle était très en colère contre le président Alpha Condé et elle l'a pas voulu cacher. Elle dénonce la non-reconnaissance de ses efforts au sein des RPG Arc-en-Ciel quand le parti était encore dans l'opposition. Ces paroles et premières sorties dans les médias ont choqué au plus haut. Adia Fatou Bangoura a été donc arrêtée. Nous allons entendre le témoignage donc de sa sœur ce matin, Nyale Bangoura, qui nous allons appeler dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. On s'intéresse évidemment à vos réactions, beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13, si vous le voulez bien, avec Amadou So à la réalisation ce matin. Nous partons avec ce premier message évidemment que nous recevons à l'instant T. Bonjour les grandes gueules. Le peuple de Guinée commence à comprendre gouverner autrement. C'est aussi nommer les ministres autrement. Mais où va l'élite guinéenne? Lui pose la question. C'est signé Mamadou Diallo, Mamadou Moussa qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour la team des GG. La dictature s'installe à une grande vitesse dans le pays. Maintenant, même les cadres des RPG sont arrêtés par les hommes cagoulés sans convocation. Si, il y a une convocation quand même. C'est Excellence Baldé le Guinéen qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe des grandes gueules, c'est Bangoura Ousmane. Je suis entièrement d'accord avec Moussa Moïse. Le développement de ce pays, n'est pas le changement des ministres, mais c'est avoir l'idée de changement aussi. C'est aussi ça d'être patriote. Voilà, merci. C'est comme une équipe de foot. Voilà, il le dit ce matin. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit du côté de Coloma cette fois-ci. Bonjour Lamine. Pour moi, la Guinée n'a pas besoin de tous ses ministres pour bien travailler. Le pays, c'est Dulde Fogo depuis Coloma qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête là-dessus, sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. La nomination du président est tout à fait normale. Nous avons voulu du changement. Voilà, c'est un auditeur, malheureusement, qui n'a pas signé le message, qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moussa Moïse est fort
Alors, il attaque les marabouts devant un marabout. Mes sincères félicitations au président de la République pour la nomination de l'ambassadeur Mohamed Keïta au poste du ministère des Transports. C'est un brillant cadre avec un carnet très riche. Alpha Moussa Maka Diaby. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe. Lui, c'est Big Up Kaba. Pour moi, la bonne question est de qu'est-ce que ce gouvernement, est-ce que le gouvernement est-il capable de répondre aux préoccupations des Guinéens? Il pose la question. C'est à Big Up, voilà, qui nous envoie ce message. Big Up Kaba. Voilà, soyez brefs dans vos messages, parce que quand c'est kilométrique, je ne peux pas lire tout ça, mon cher ami. Allez, on va y aller avec les tweetos cette fois-ci sur le hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Lui, c'est Alpha Oumar Keïta Aoka qui nous envoie ce message sur Twitter. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à toute l'équipe. On ne peut voter pour un mandat de trop et sans plaindre des reconductions. Gouverner autrement, ça veut dire aussi on ne change pas une équipe qui pille. On reste avec Cissé Bankonko qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules. Vous vous apitoyez sur le sort de Mouktar Diallo. Le président ne se débarrasse jamais de ses anciens alliés. Il trouvera forcément un point de chute, il veut dire, ou le mettre pour le calmer. Les ardeurs du jeune fougueux qui a osé dire ces 4 vérités à son patron. Dommage pour la Guinée. Hashtag espace GG. Intime Diaby aussi, merci beaucoup. On reste avec cet autre aussi. Lui, c'est Abdou Oudayaba qui nous écrit. On dirait que le président est un papier sous pierre. Il veut faire du bien, mais il n'arrive pas. Nous demandons donc au président de la République de faire son maximum pour nommer des personnes compétentes afin de faire bouger ce pays, malgré, je l'aime pas, wassalam, c'est Abdou Wadiaba qui nous envoie ce message. Lui, c'est Lamine Fall Soumaoro. Bonjour les grandes gueules. Lamine dit au président d'arrêter de nous servir de la bouillie pour chat, car avec son gouvernement de gouverner autrement, rien ne rassure pour ceux-là qui ont un esprit de discernement très avancé. On reste dans le sillage avec Kerno Abdul aussi qui nous écrit sur Twitter. Mouktar n'a aucun poids politique. Détrompez-vous, c'est juste une communication d'image. Le cas Mouktar, parce que avec ces élections transparentes, avec une élection transparente, il ne pourra être élu nulle part. Les élections communales à Ratoma étaient la preuve. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lui, c'est Banamfara Bré Koulibaly qui nous écrit. Il faut dire à Diba Milimono que certes Mouktar Diallo a été un bon acteur comme beaucoup d'autres, mais il n'a aucune capacité de nuisance que celui d'Alain Diallo n'a pas eu pendant 10 ans avec toutes les terminologies employées à cet effet. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester avec Diallo. Ali Dalal qui nous écrit également. Bonjour les GG. L'importance n'est pas être nommé comme ministre, mais d'assumer plutôt la responsabilité qu'on a confiée, parce que ce nouveau slogan gouverner autrement nous a plongé dans un espoir illimité qu'on aimerait vraiment voir. Hashtag espace GG. Seïkou Marbolé aussi qui nous écrit. Je pense qu'avec ce nouveau gouvernement, le discours et le slogan gouverner autrement n'avait pas lieu d'être, il veut dire, parce qu'il n'y a aucune qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu que d'échanges entre les ministres et les ministères, il veut dire, et les ministres conseillers au garage de la présidence. Tout ça pour ça, dommage, il s'exclame. On reste avec cet autre aussi, Mohamed Ambassadeur Silla. Bonjour les GG. Pour le cas de Mouktar, n'oubliez pas qu'il reste encore des postes non occupés. Voilà, on ne sait pas ce que le président lui réserve. Voilà, il veut dire, il est capable de tout. Fakarissa Tofoubali, voilà, il s'est fait rappeler comme ça sur Twitter, qui nous écrit: le plus important n'est pas de changer des ministres, mais plutôt la mentalité. Il faut que les cadres changent de mentalité. Les cadres changent de mentalité, veut dire. Merci beaucoup. On termine là-dessus avec Sekou Ahmed Touré, qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules. Ce n'est pas le nombre des ministres qui est important. C'est ce qu'on attend de ce nouveau gouvernement. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va continuer le débat, évidemment,
évidemment, dans un instant, avant de partir du côté de Sigiri, mon cher Daouda Mohamed, on parle encore évidemment de ce cadre permanent qui vient d'être créé. Donc, on parle de dialogue, il faut le dire, mon cher ami. Oui, effectivement, moi, je m'interroge bien quelle va être la portée de ce cadre ou quelle est la nécessité d'ailleurs de la création de ce cadre. Quand on sait que la Constitution, Djiba le rappelait tout à l'heure, reconnaît au Premier ministre cette promotion du dialogue social et politique dans notre pays. Oui. Et plusieurs fois, on a vu Kassory Fofana, peut-être avec Mohamed Saïd Fofana, on l'a vu, il était en contact avec les acteurs, les dialogues, on en a vu. Avec Mamadi Youla, même si lui-même il ne prenait pas part à ces dialogues, mais il y en a eu. Il déléguait le plus souvent le ministre, soit le ministre de la Justice, le ministre de l'administration du territoire et autres qui ont porté le débat, le dialogue dans notre pays. Mais avec Kassory, il s'est plutôt mis dans ce cadre d'anéantissement coûte que coûte de l'opposition. Ouais, toute opposition. Toute opposition à ce régime et c'est là il a pu le réussir avec toutes les conséquences qu'on a connues. Maintenant, est-ce que ce cadre qui est mis en place est-il pour contenter les partenaires extérieurs ou c'est vraiment faire du travail? Parce qu'on a par exemple l'autre commission provisoire de réconciliation nationale, je ne sais pas trop, et il a toujours été, je vais dire, cette commission a toujours été provisoire, elle n'a jamais été définitive. Il y a eu des travaux qui ont été effectués par le Premier ministre et par l'archevêque Vincent Koulibaly qui ont travaillé effectivement sur le dossier. C'est vrai. Mais le rapport qui en est sorti, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en a fait. Est-ce que on a dissous désormais cette commission pour passer à autre chose, ou la commission, son travail continue, ou son rapport est pris en compte, on n'en sait pas trop. Et aujourd'hui, c'est un autre cadre qu'on nous ouvre. Ce cadre, est-ce qu'il va au-delà? Ses compétences vont au-delà de celles qu'a déjà le Premier ministre constitutionnellement. Ça, c'est une question que moi je me pose. Ouais. Est-ce que le Premier ministre va avoir sa promotion du dialogue politique et social dans un cadre, et cet autre cadre, par le décret du président de la République, va travailler autrement? Comment tout cela va se passer? C'est une question quand même que moi je me pose. Moi j'ai une crainte même. J'ai une crainte par rapport un peu à... Moi je me dis que ce n'est juste que pour contenter l'extérieur, mais constitutionnellement, cela est reconnu au Premier ministre. Ou qu'on veuille ouvrir d'autres poches de je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, moi je me dis, on n'en a pas forcément besoin. Oui. Le Premier ministre n'a qu'à faire son travail. Et je pense que c'est une répétition. Voilà. C'est populiste. Moi, j'ai même un problème par rapport un peu à la manière, la composition même de ce cadre de concertation, de par sa transversalité. On parle du côté social, on parle économique et tout, mais le blocus en Guinée, c'est la question politique. Donc, je pense qu'on a plus besoin d'un cadre restreint entre le gouvernement et les partis politiques pour une sortie de cette situation, et comme condition d'abord la libération de ces détenus politiques pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Oui, mais le Premier ministre, si on dit ce qui lui est reconnu constitutionnellement, c'est quoi? C'est la promotion du dialogue social et politique. L'inspection du travail. Pourquoi je le dis? Parce que avec justement avec les travailleurs. Les travailleurs. Qui sont en je pense que leur employeur. Voilà, il faudrait éviter de généraliser les choses, créer un cadre restreint qui obéit à ces principes. Parce qu'il faut tirer des leçons. Il y a eu les consultations à un moment donné avec le Premier ministre. Mais on a vu ce que ces consultations-là ont donné. Il y a carrément des partis politiques qui ont dit niet, qui ne vont pas participer à ces consultations qui avaient été lancées par le Premier ministre à l'époque. Donc il ne faudrait pas répéter la même chose, créer une cadre de consultation où tout le monde va venir parler. Attention, parce que des partis politiques vont dire on ne va pas répondre à cet appel parce que ça ne nous intéresse pas. Le plus souvent, ça se transforme en forum. En forum. Et c'est ce qu'il faut éviter. On a besoin d'un cadre restreint, mais avec pour condition la libération de ces détenus politiques. C'est ce que la France a demandé. Est-ce que même l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'ils ont insisté sur le respect des droits humains, et aujourd'hui, lorsqu'on parle de violation des droits humains, je pense que c'est avec ces arrestations et ces cas de mort. C'est ce qu'il faut d'abord résoudre avant de généraliser ce cas de concertation. Peut-on s'attendre à voir l'UFDG et le FNDC? Parce que c'est important, on ne peut pas, je veux dire, aujourd'hui, ouvrir un dialogue sans l'UFDG, sans le FNDC, mon cher Moussa Moïsila. Je pense que l'objectif numéro 1, ça va être d'abord de complètement stabiliser le champ politique dans notre pays. Donc,
ce cadre permanent de dialogue va, à mon avis, s'atteler d'abord à cela. Parce que c'est là où il y a urgence à mes yeux. Et ce qui change peut-être, c'est le caractère permanent qui a été mis sur place et puis l'ouverture à divers domaines. Parce que ça, c'est tout de même une petite nouveauté. Ça veut dire que la charge constitutionnelle qui est dévolue au Premier ministre, c'est une charge qui est dans la Constitution, mais qui ne lui met pas une certaine pression. Un cadre permanent, ça l'oblige un tout petit peu à écouter, à rencontrer, à échanger, mais de façon permanente. Parce que je pense, encore une fois, pour quelqu'un comme moi qui est appelé le gouvernement, le président de la République, à quand même tendre une main assez sincère, une main franche à l'opposition pour dialoguer, et que ce président prenne un décret allant dans ce sens, je m'en réjouis. Je m'en réjouis en lui accordant le bénéfice du doute sur ce qui sera fait au lendemain de la prise de ce décret. En termes de rencontre avec l'opposition, parce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un peu un schéma renversé. Nous avons une opposition guinéenne qui demande à dialoguer. C'est qu'on ne voit pas dans d'autres pays. C'est ici, l'UFR dit il faut dialoguer. Et l'UFDG n'est même pas fermé au dialogue. Parce que souvent, ce qu'on entend dans les médias, beaucoup pensent que c'est cela la politique. Il y a la politique souterraine. L'UFDG n'aime pas opposer également au dialogue. Faut-il qu'il soit sincère? Faut-il qu'il soit franc? Donc, dans un tel contexte, je pense qu'il y a possibilité de réunir autour de la table des personnes pour échanger. C'est en ce moment-là que le pouvoir peut donner des signaux d'apaisement. Et ces signaux d'apaisement passent bien entendu par la libération de ces opposants pour lesquels, pour l'instant, il n'y a pas de cause de culpabilité réelle. Pour l'instant, donc, et également de voir les conditions de détention de ces citoyens, dont certains sont décédés en prison et tout cela, et pour lesquels des voix s'élèvent à l'international. Parce qu'il s'agit des droits humains. Et les droits humains n'ont pas besoin d'être instaurés par des décrets. Ce sont des valeurs universelles. Effectivement. Aucun État n'a le droit de les restreindre sans s'entourer d'une certaine légalité, d'une certaine norme. C'est plus ancien que nos différents États. Donc, je pense que c'est dans ce cadre que la France hausse le ton. L'Union africaine également mené quelques petites démarches. Ce que je reproche aux institutions africaines, c'est d'être un tout petit peu dans la mollesse face à certaines dictatures, face à certains présidents de la République, et c'est le cas de la Guinée. Et notre président a beaucoup de tuyaux. Il a une réseau assez dense, donc ce qui fait que c'est souvent difficile de taper du poing sur la table face à lui. Tu parles d'ouverture. On a vu cette sortie du médiateur de la République quand le chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla, est allé à sa rencontre. Il disait, lui, c'était pas du tout, en tout cas, dans ses prérogatives de s'impliquer avec les politiques, dans les crises politiques. Est-ce qu'il y a une ouverture dans ce sens-là? Par rapport au médiateur de la République? Oui, en ce qui concerne ce cadre. Mais je trouve que le médiateur de la République peut venir, peut-être, il doit jouer normalement son rôle dans ce sens. Mais j'ai beaucoup plus vu un médiateur de la République qui... Mais il a dit qu'il ne peut pas s'impliquer, en tout cas, dans les crises politiques. Mais quand même, le bon sens voudrait... Il veut bien se limiter à ce que la loi lui reconnaît. La médiature de la République ne peut pas être une institution qui... comment on appelle, immobile, statique, et qui attend que des citoyens viennent lui réclamer des choses. C'est souvent, malheureusement, ce à quoi nous avons assisté avec la médiature de la République. Il a été plusieurs fois approché, mais lui qui prend son bâton de pèlerin, qui essaie d'agir, c'est un peu le reproche que je faisais jadis au Conseil économique et social également. Donc, il y a quand même des éléments qui peuvent, du point de vue institutionnel, qui peuvent agir et desserrer un tout petit peu les verrous avant peut-être que la primature ne soit touchée. Et en attendant qu'il demande à ce qu'on améliore ses prérogatives pour qu'il puisse parler de politique, ce serait bien déjà qu'il travaille à ce que les citoyens sachent en quoi lui il peut aider la population. Ce point qu'il est entre la population et les gouvernants, ce serait bien qu'il travaille dessus. Et pour revenir à ce cadre de concertation, je l'ai dit, c'est vrai que la loi nous offre bien d'espace justement pour le dialogue, mais la crise dans laquelle nous sortons, il y a eu beaucoup de fractures.
il y a eu beaucoup de fractures. Encore, hein, donc si on met en place un cadre de dialogue, certes c'est pas nouveau par rapport à ce qui existe déjà, mais ça a quand même le don de donner l'impression à ceux qui sont en face qu'il y a quelque chose vers laquelle nous pourrons aller. Et justement, peut-être l'invite sera davantage faite au Premier ministre de cette fois-ci de ne pas peut-être suivre la tendance de jouer la souplesse. Parce que c'est pas forcément qu'il faut aller sur un front et vouloir se battre avec les autres partis. De toutes les façons, ceux qui se battent, qu'ils émanent de l'opposition ou de la société civile, ils ont aussi un seul objectif, l'avenir de la Guinée. Ouais. Certes, la manière de faire et les objectifs ne sont pas les mêmes, mais c'est pour le même objectif. Les manières ne sont pas les mêmes, mais c'est pour le même objectif, la Guinée. Donc, à un moment qu'on arrête un peu de se taper la poitrine et que lui, le Premier ministre, s'il y a ce cadre de dialogue, qu'il puisse tendre la main de façon très franche, peut-être que lui-même, il peut convaincre le président à sortir souvent de cette bulle de fermeté pour que finalement les Guinéens puissent se retrouver. On ne dit pas de former un gouvernement d'union nationale, mais quand même qu'il y ait un cadre où on puisse travailler et qu'on puisse s'écouter pour justement éviter les crises, parce que les crises on peut les éviter, parce que souvent ça découle du manque d'organisation des élections. Justement, on les nourrit, on les engraisse et puis ça explose et finalement on essaie de trouver une solution. Peut-être que ce cadre de dialogue devrait nous permettre pour les prochaines années de sortir de la crise et surtout d'aller au travail. Ouais. Donc peut-être un appel pour dire au Premier ministre cette fois-ci d'être un peu plus souple, d'écouter et d'arrêter de nous sortir de cette... Parce que finalement même dans la crise avec le SLEG, on s'est retrouvé qu'à un moment donné c'était une guerre d'ego parce que certains ne voulaient pas bouger parce qu'on aurait dit qu'ils ont été faibles par rapport à d'autres. Justement, il faut que l'État soit un peu plus, je sais pas, plus intelligent, plus ouvert pour éviter des situations où rien ne bouge. Je suis d'accord avec toi. Tout n'est pas politique. Tout n'est pas politique. Moi, j'aimerais juste dire une chose par rapport au médiateur de la République. Aujourd'hui, on est dans une espèce de stagnation économique, politique et sociale. Le pays il est bloqué. On n'a pas besoin quand même qu'on soit interpellé pour quand même prendre la parole. Ouais. Le bon sens voudrait que le Conseil économique et social, le bon sens voudrait que le médiateur de la République, parce qu'on est avant tout guinéen, avant d'être médiateur de la République, avant d'être président du Conseil économique et social. Donc le bon sens voudrait qu'on se jette à l'eau, qu'on puisse peut-être se déplacer, aller rencontrer le chef de l'État pour dire nous avons la Guinée en commun, aujourd'hui on est bloqué, il faudrait quand même que tu puisses prendre de la hauteur pour trouver une solution à ce problème. Mais ils ne le font pas. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on soit un peu dans cette structure habituelle classique pour dire c'est pas mes prérogatives donc je ne le fais pas. Le pays est en train de s'enfoncer. Qu'est-ce qu'on fait ? Aucun intellectuel ne prend la parole. Et cette crise institutionnelle-là, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est dans ce problème. Il faut que le bon sens conduise les gens à prendre la parole, à inviter les deux camps, l'opposition, mais aussi le pouvoir à accepter d'aller vers un dialogue. Vous savez, un petit mot juste pour dire que si ces différents pans liés donc à la décrispation de la vie économique, de la vie sociale, de la vie politique de notre pays, si ces différentes institutions jouent leur rôle, ça peut au sommet un peu rejaillir sur la stabilité du pays. Bien. La médiature de la République, c'est un peu le pont entre l'administration publique et les administrés. Mais combien de problèmes il y a entre ces deux entités? Combien de problèmes? Bien. Le cas de ces différentes grèves, de ces séries d'abus d'autorité auxquels nous assistons dans les différentes entreprises, ce sont des faits qui auraient pu l'interpeller. Mais je trouve qu'il est un tout petit peu lourd, notre médiateur de la République. Justement. Et pour clore, mon cher Daouda Mohamed, Marouane qui nous envoie ce message. Lamine, posez-vous la bonne question. Est-ce un dialogue national? Une causerie entre alliés? Je pense que le pouvoir a ses interlocuteurs dans l'opposition qui malheureusement souffrent de légitimité et de représentativité. Sans blague, c'est une causerie annoncée. Non, je l'ai dit, le plus souvent, les dialogues dont on parle dans notre pays, ce sont des forats, qu'on ouvre, on se retrouve, et parce que le plus souvent, il y a des perdièmes qui viennent et ça encourage certains à venir. Non, ça arrive. Hein. Les gens, ils viennent, ils passent le temps là. Non. Non, ils vont juste prendre du bon temps. De toutes les façons, on verra dès le départ. Rappelons-nous les différents dialogues auxquels on a assisté en Guinée. À quoi ça aboutit? Bien. On nous dit non, ça a permis à un moment donné d'organiser telle élection, mais de quelle élection on parle? Les dialogues dont on parle, ça ne sert pratiquement pas à grand-chose.
parfois c'est le président du dialogue qui est récusé, parfois c'est tel qui dit que non, tel ne doit pas être autour de la table parce qu'il n'a pas de point de revendication. Non, c'est nous qui avons demandé le dialogue. On tourne en rond et aujourd'hui j'attends bien de savoir quelle va être la couleur qu'on donnera à ce dialogue dont on parle et avec cette commission qui va être mise en place, qui seront ou qui composeront cette commission et quels vont être leurs interlocuteurs. Bien. Allez, Daouda Mohamed Kamara, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Évidemment, on s'intéresse à cette opération du gouvernement, il faut le dire, je le disais tantôt, le gouvernement donc vient de lancer une vaste opération de déguerpissement des emprises des voies publiques. Plusieurs maisons et baraques sont déjà cochées donc à Conakry. À Dubreka, tout est allé très vite, plusieurs habitations donc ont été détruites hier. Et certains habitants des lieux concernés disent pourtant avoir acquis des parcelles dans les normes il n'y a pas longtemps, donc ils auraient été dit à certains qui n'avaient rien à craindre. C'est le cas de l'Aïe, je le disais tantôt. Mais ce matin, c'est Massa Géopogui que nous allons joindre dans un instant. Il n'est pas seul. Donc, en tout cas, au moins 50 familles sont concernées, évidemment. Nous allons l'entendre. Et il est en direct ce matin chez les GG. Monsieur Géopogui, bonjour. Bonjour, monsieur Lamine. Comment ça va? Ça va très bien, Dieu merci. Bienvenue dans notre émission Les GG. Allez-y, Moussa. Expliquez-nous un tout petit peu la scène de démolition de vos habitations du côté de Dubrekaye, une scène effroyable. Et comment cela est arrivé? Est-ce que vous vous êtes installé sur le lieu en vous prémunissant de certaines précautions liées à la documentation aux différents titres dans le secteur de l'immobilier? Okay. Merci pour l'invitation. D'abord, je donne une petite rectification. C'est M. Guepogui et non Géopogui. Alors, c'était en 2012, moi j'ai acheté les parcelles à Dubreka, précisément à Kenende Sangarea. Mais bien avant d'acheter les parcelles, nous avons fait des investigations au niveau du ministère de l'Habitat, c'est-à-dire la direction de l'Habitat qui est à Dubreka. Ils nous ont rassuré que c'était une zone habitable parce que le coin était loti. Et c'est en ce moment qu'on s'est engagé avec les coutumiers pour acheter les parcelles. Et j'avoue que moi personnellement, j'ai eu une attestation de cession et un plan de masse venant de l'habitat. Donc c'est ce qui nous a poussé de commencer les travaux de construction dessus. Et quelques années plus tard, il y a eu une gendarmerie de l'habitat qui s'est installée sur la colline là-bas. Ils nous ont demandé les permis de construction au moment où nous étions en train de faire des réalisations. Et nous sommes allés chercher ces permis aussi au niveau de l'habitat. Mais ce qui nous a étonné, c'est que c'était en 2020, c'est-à-dire l'année dernière, moi j'étais presque déjà à la toiture, moi j'avais fait un duplex sur le terrain. J'étais au niveau de toiture, je suis arrivé, les gendarmes m'ont tendu un document comme quoi le domaine que nous occupons, il y a un groupe de gendarmes qui sont venus déposer un document que ce domaine appartient à l'université de Conakry. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il dit donc que c'est un courrier qu'ils ont envoyé comme quoi vous devez quitter. Je dis d'accord. Entre-temps, je me suis rapproché du commandant. Je lui ai demandé est-ce que cela était une réalité. Il m'a dit non. Il me dit jusqu'à preuve contraire, il n'a pas cette information que ce domaine n'appartenait pas à l'université. Je dis d'accord. Je vais aller me rabattre aux coutumiers à qui on a acheté des terrains. Je suis allé voir ces coutumiers, ils sont là. Je leur ai demandé, nous on a reçu un courrier, ils disent que ce domaine que nous occupons est un domaine de l'État. Ils m'ont dit non. Vous m'écoutez? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Voilà. Ils m'ont dit non, ils m'ont dit que ce domaine n'appartient pas à l'État et que par le passé, les villageois étaient partis voir, je crois que l'ensemble a compté, il avait dit qu'on allait l'offrir un terrain et que le vieux avait dit sur le champ qu'il allait donner ce terrain à l'université. Mais il n'y a pas eu un acte. Je dis d'accord.
Maintenant, on s'est rabattu à l'habitat. L'habitat a dit oui, nous aussi on a eu cette information, mais nous on a demandé à l'université de nous présenter le document officiel qui atteste que le terrain appartient à l'État. Comme ça, nous, on vous dira de quitter. J'avoue que nous sommes restés dans l'impasse là. Moi, j'avais déjà presque fait la toiture, je n'attendais que faire les carrelages et le plafond. Et c'est hier, avant-hier, à ma grande surprise, mes gardiens, c'est-à-dire les jeunes qui dormaient dans le bâtiment là-bas, m'ont appelé pour me dire que il y a un bataillon de bérets rouges qui sont venus avec 7 pick-up, ils ont mis croix sur tous les bâtiments, ils disent ce qu'on peut prendre dedans, on n'a qu'à prendre, mais dès demain ils viendront casser. Donc ils nous ont donné que 12 heures, même pas 24 heures, parce que cette information je l'ai reçue vers 15 heures. Oui. Et je suis allé voir sur les lieux, effectivement il y avait les croix. Je me suis rabattu encore à la gendarmerie de l'habitat qui est là-bas. J'ai dit, mais vous nous assurez que c'est fini, ils vont récupérer notre domaine. Ils m'ont dit, non, c'est pas sûr. Nous, on nous a informé que c'est pour l'ouverture de la T13. Mais ce n'était pas pour prendre les bâtiments. On est étonné de voir que les bâtiments ont été cochés. J'ai dit, d'accord. Moi, j'ai informé ma famille, j'ai dit, écoutez, les gens sont venus mettre la croix sur nos bâtiments, c'est sûr qu'ils vont casser. Hier matin, moi, j'avais un rendez-vous à Koya. Je me suis rendu du côté de Koya. C'est là que je suis resté. Toujours les jeunes qui sont à la maison m'ont dit que, attention, la machine est déjà montée. La machine a commencé à casser les maisons. Je dis, mais au moins, ils peuvent nous laisser, si on peut décoiffer, ou prendre au moins les antivols. Ils n'ont pas permis. Je crois que le fait que mon bâtiment était un peu derrière, c'est ce qui m'a permis de récupérer quelques antivols, mais ils ont laissé les bâtiments comme ça, on les a écrasés par terre. C'est comme ça, l'événement s'est passé, on est là, on ne sait pas à qui c'est voué, à quel sens c'est voué. Je pense que la représentation de l'État, c'est l'habitat. Si l'habitat nous garantit que le domaine n'appartient pas à l'État, et aujourd'hui on vient nous dire que c'est pour l'État, on ne sait plus, il n'y a pas eu un recensement. Il n'y a pas eu une identification, rien. Nous avons vu des bérets rouges qui sont venus marquer sur nos bâtiments. Le lendemain, ils sont venus les casser. D'accord. Bien. Alors, M. Goïpogui, deux questions. Ces terres que vous avez acquises, est-ce que c'était avec les coutumiers? Vous avez acheté ces terres? Ça, c'est la première question. Et, voilà. Et maintenant, l'autre question, c'est par rapport un peu à ce courrier que nous avons vu, qui date du 24 juillet 2017. Un courrier qui proviendrait du recteur à l'époque de Gamal Abdel Nasser, qui vous invitait à ne pas réaliser des domaines là-bas parce que tout simplement ça appartiendra à l'État, et sous le régime Conté, le président aurait déjà pris un décret pour ramener cela dans le giron de l'État. Est-ce que vous avez eu vent de ce courrier-là? Je n'ai pas eu vent de ce courrier. Le courrier que moi j'ai eu vent, c'était le courrier de 2020. Pourtant, il y a un courrier qui date de 2017, déjà qui a été adressé au préfet, à la mairie, au chef de quartier pour leur dire attention, aucun citoyen ne doit venir réaliser des domaines sur ce terrain parce que ça doit être dans les girons des campus de Gamal Abdel Nasser. Est-ce que les coutumiers, le préfet peut-être ou la mairie, ne vous ont pas informé qu'il y a un courrier qui date de 2017 qui était déjà venu pour mettre les points sur les i? Non, on n'a pas eu cette information des coutumiers. Et maintes fois, on est parti vers les coutumiers pour leur demander si effectivement cela était une réalité. Si le domaine, moi, ça c'est à la fin, en 2020 que j'ai eu l'information. Moi, je suis allé vers les coutumiers pour leur demander. Mais ce qui était encore un peu rassurant, moi, j'avoue que je n'ai pas eu mon titre foncier. J'avais engagé la procédure, mais je n'ai pas reçu, jusqu'à ce qui est arrivé. Mais mon voisin, j'avais 2 voisins qui avaient leur titre foncier. Même hier sur le terrain, on avait un de vos collègues qui était venu avec une caméra. On l'a exhibé même ces titres et ces documents. Il m'a trouvé là-bas. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Goïpogui, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio Espace. Bon courage, on va essayer de suivre ça de plus près pour votre plaisir. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes chez les Grandes Gueules. Radio Espace, Espace TV, les Grandes Gueules, la prolongation. Oui, dans un instant, nous partirons du côté de Sigiri, d'où nous attend M. Traoré, que nous allons joindre. Ma chère Mafoudia, on a écouté M. Goïpogui. On l'a écouté, c'est triste de voir quand même des Guinéens qui ont investi assez d'argent pour s'offrir une maison et puis on se rend compte que ils vont devoir perdre tout en même temps. C'est pas une première, on a dû en parler parce que d'abord... Il va poser des bonnes questions quand même, parce que moi je ne peux pas comprendre. Ce monde est pourri. Il y a une complicité entre les coutumiers et l'habitat.
Dans ce pays, on peut vendre un terrain à plus de 10 personnes, c'est-à-dire avec les mêmes, disons, papiers de cession et avec les mêmes plans de masse. Vous venez vous rendez à l'habitat, on vous dit non, déjà il y a une personne qui avait acheté ce domaine. Et normalement, dans un pays, il faudrait que l'habitat puisse résoudre la question. Vous allez à Koya, vous allez à Dubrika aujourd'hui, souvent ce sont les mêmes conflits domaniaux auxquels nous assistons. Il faut que le chef de l'État, personnellement, je sais qu'il avait pris une décision tout récemment pour résoudre la question par rapport à ces conflits domaniaux. Mais une fois encore, il faudrait que les coutumiers et ceux qu'on appelle ces gestions au niveau de l'habitat, qu'on puisse tirer cette affaire au clair. On ne peut pas vendre quand même un terrain à plusieurs personnes. Kagbeleng, là où il y a les usines, Kenende, ce sont les zones réservées. Moi, j'avais eu langue avec une autorité de ce pays qui m'avait dit à l'époque comme quoi que quiconque réalise une bâtisse sur ces domaines va tout simplement perdre son terrain parce que tout simplement, ça revient à l'État guinéen. Le président Lansana Conté à l'époque avait pris un décret dans ce sens. Voilà. Et écoutez, M. Gopogui, apparemment, il a eu confiance au département, au niveau à l'habitat. Mais justement, c'est même au niveau de l'habitat qu'il y a problème. Peut-être dire à ces gens d'arrêter de faire business. En fait, il y a un gros business aujourd'hui qu'il y a autour de la vente de ces terres et ça ne peut s'arrêter comme ça si ça perdure. Certes, le président doit pouvoir s'impliquer davantage, mais en fait, on doit pouvoir faire face à ces business. C'est un gros business, c'est de l'argent, il faut exprès. C'est pas qu'ils ne savent pas où ils ont des doutes. Tout ceci, c'est fait exprès. L'essentiel pour eux, c'est de percevoir l'argent. Ce qu'il y a après, c'est pas leur problème. Voilà, nous partons à Sigiri ce matin. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue dans cette émission. Merci Monsieur Traoré d'être ce matin encore avec nous dans les GG. Hier, on a écouté Va Condé depuis Sigiri qui accusait le maire d'être à la base de beaucoup de détournements et on parlait de 2 milliards et quelques. Mais de l'autre côté, on apprend qu'il y en a plus. Dites-nous, qu'est-ce que vous en savez? Voilà, comme vous le savez, Sigiri est une commune qui abrite des sociétés minières aussi. Et donc, au niveau du Fonds Fodel, nous avons reçu 15 milliards 400 millions de francs guinéens. Mais la commune, le maire et son entourage, ils ont travaillé dans ces 15 milliards sans aviser le conseil communal, ce qui est complètement illégal. Donc, les 15 milliards-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont financé des projets jeunes. Ces projets jeunes-là, à hauteur de 3 milliards de francs guinéens. Le projet de femmes à hauteur de 3 milliards également, ça fait 6 milliards. Les fonds pour les activités, même pour la commune, pour générer des revenus à hauteur de 4 milliards. Donc, ces montants-là ont été dépensés sans l'aval du conseil communal, sans session. Et c'est ce qu'on leur a reproché. Et on a fait une réunion par rapport à ça. Ils ont dit que non, qu'il y avait Covid-19. On leur a dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas dépenser de l'argent, pas aviser le conseil communal en disant qu'il y a Covid-19. Covid-19, l'état d'urgence avait indiqué que désormais les regroupements ne devraient pas dépasser 30 personnes. Donc, et le quorum pour valider une délibération du conseil communal, c'est 21 personnes. Pourquoi vous n'avez pas appelé 21 conseillers pour parler de ces fonds, pour délibérer par rapport à ces fonds? Ils ont dit, écoutez, qu'il y avait une urgence, que la mission est venue de Conakry pour dire urgemment de déposer les projets. On leur a dit, écoutez, si la mission vient de Conakry pour vous demander de déposer les projets, dans ce cas, vous informez les gens, ils ne sont pas meilleurs qu'ici. Tout le monde se connaît, vous informez les gens viennent pour statuer dessus. Ils ont indiqué que non, que c'était urgent, et finalement, les gens là, on leur a mis la pression. On leur a demandé, écoutez, est-ce que les gens qui sont venus de Conakry, vous ont laissé un document administratif pour dire dépenser l'argent sans aviser le conseil communal? Finalement, ils n'avaient pas ces documents. Après, ils ont dit qu'il y avait des conseils qui étaient en palabre, donc c'était difficile de remettre les conseils. On leur a dit, les conseils qui étaient en palabre, c'est 3 conseils. 3 conseils, 45 conseils, il reste 38 conseils. Pourquoi vous n'avez pas fait appel aux 38 conseils pour statuer sur là-dessus? Ils ont dit qu'il n'y a pas une loi en Guinée qui dit qu'il faut exclure un conseil pour appeler d'autres conseils. Nous aussi, on leur a dit, quelle est la loi qui dit en Guinée? Il faut dépenser l'argent du conseil communal et il faut dépenser l'argent de la commune, pas dire le conseil communal, ils n'ont pas pu répondre. Donc c'est un peu ça. Donc et la commission qui a passé le marché, parce que dans ces fonds, ils ont dit qu'ils ont financé 117 projets jeunes et femmes. Les 117 projets-là, on n'a pas vu la liste. Sur 6 milliards de francs guinéens, les 117 projets financés, nous on n'a pas vu la liste en tant que conseil communal. Ils ont dépensé aussi de l'argent, à peu près 3 milliards encore, dans les activités générales de revenus pour la commune urbaine. Les fonds là aussi ont été dépensés encore avec, ils ont passé des marchés. C'est-à-dire la commission de passation des marchés
qui a fait ce travail-là, c'est une commission illégale. Parce qu'en Guinée, il a dit qu'une commission de passation de marché à la commune n'était pas statuée sur 2 projets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La commission qui était en place pendant la nature, ils ont reconduit la même commission pour le fonds Podel, pas déjà encore le conseil communal, ce qui est complètement illégal parce qu'une commission de passation de marché ne peut pas statuer sur 2 projets différents. Ce qu'ils ont fait encore dans la plus grande opacité entre le maire et certains de son entourage. Donc c'est ce qui a fait grand bruit ici. Ça a choqué finalement, le préfet nous a appelés. Quand le préfet nous a appelés, tout le monde a parlé. Ce jour-là, il y avait 28 conseillers, il y a 25 qui ont parlé. Sur les 25 qui ont parlé, tout le monde a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé au niveau de la commune urbaine ici. Le fonds Podel, c'est un fonds qui est obtenu avec l'exploitation minière de la SAG qui est à Kintinia ici et de la FND qui est basée à Tigrini. Donc c'est de l'argent qui est venu pour développer la commune. Voilà. Et la commune de Tigrini a eu 15 milliards dans ce fonds-là. Le problème est que il y a une partie qui est consacrée à un fonds revolving, c'est-à-dire les gens empruntent de l'argent, travaillent dedans et te remboursent pour que l'argent puisse rester ici, continuer à circuler aujourd'hui, demain et après-demain. Mais malheureusement aujourd'hui, ces fonds-là ont été dépensés dans des conditions vraiment opaques, complètement opaques. Donc c'est ce qu'on leur reproche et finalement on a dit au préfet tout ce qui s'est passé et le préfet a indiqué qu'il va demander l'envoi d'une mission d'audit et cette mission d'audit a séjourné ici à Tigiri. Donc on attend les réponses, on attend en attendant les rapports. Oui. Vous dites que le dégât est plus qu'important. Je ne comprends pas en fait ce matin, parce que tout ce que vous nous dites là hier, on a Yvan Condé qui nous a expliqué. Donc si on nous dit que c'est plus d'1 milliard, est-ce que vous avez un montant en tête ou pas du tout? Parce que vous êtes conseiller communal quand même. Justement, c'est là le problème. Ouais. En tant que conseiller communal, ce qui se passe à la commune, c'est de la plus grande opacité. C'est-à-dire, il n'y a pas... Moi, par exemple, je leur ai demandé des comptes. C'est-à-dire qu'ils nous donnent les justificatifs. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont dépensé, par exemple, 300 millions dans l'achat d'un domaine dans un pays de sécurité ici. 300 millions, les documents-là, on ne l'a pas vu. Ils disent qu'ils ont dépensé 70 millions dans l'achat de 2 parcelles en face du centre d'accueil à Kourouni. Et vous allez vérifier sur le terrain, en face du centre d'accueil, les parcelles qui sont là-bas n'appartiennent pas à la commune. Moi, je leur ai demandé, alors où se trouvent les parcelles de la commune? On ne nous a pas montré. Au niveau de la gestion de la carrière aussi, au niveau de la gestion de la carrière, on nous a présenté 3 100 000 francs guinéens par an. Je comprends. Donc il n'y a pas de pièce en fait, si on comprend très bien ce que vous dites ce matin. Et quand ils disent qu'ils ont financé tout de même 117 projets de femmes et de jeunes et rénové 3 écoles également publiques, est-ce que vous avez pu vérifier tout cela sur le terrain? On est allé sur le terrain, on a vu ces écoles-là. Le problème est que ils ont construit, il y a des nouvelles constructions d'écoles à hauteur de 400 millions. Il y a des écoles qui ont été rénovées à hauteur de 500 millions. Donc on est allé voir ces écoles-là, c'est un peu la même chose. Donc c'est pourquoi nous posons des questions par rapport à ces trucs-là. Une nouvelle école est 400 millions, une école rénovée est 300 millions et à peu près rénovée à 500 millions. Et à peu près la même chose. C'est quoi cette histoire de 104 millions décaissés pour la récolte? Ils disent avoir investi 500 millions dans l'agriculture à Falama. 500 millions investis cette année dans l'agriculture. Ils ont récolté, dans les dépenses de récolte, ils ont investi 104 millions. Quand on fait le compte, c'est 104 millions investis dans la récolte. Le riz qu'on a obtenu, si on repense le riz, ça ne fait même pas 50 millions. On a dépensé 104 millions pour récolter, juste pour la récolte. C'est-à-dire, on a perdu plus de 400 millions à Falama. Ils ont reconnu effectivement la perte s'élève à plus de 400 millions à Falama. Ces dépenses ont été engagées encore sans viser le conseil communal. Ils ont dépensé sans consulter personne. Et pourtant, aujourd'hui, les pertes là-bas, c'est clair, ils l'ont reconnu, s'élèvent à plus de 400 millions de francs guinéens. Voilà. Écoutez, pourquoi vous dépensez plus de 104 millions pour récolter du riz qui ne vaut même pas 50 millions? Et si vous laissiez le riz en brousse là-bas, est-ce que ça n'aurait pas été mieux? Parce qu'on a encore perdu beaucoup d'argent là-bas. Bien. Karim Traoré, donc conseiller communal du côté de Tigiri. Merci beaucoup en tout cas, Karim, d'avoir accepté notre train. Je voudrais revenir rapidement sur allez, en 30 secondes. Qui s'est glissé dans votre émission hier de la part d'Antoine, je crois. Allez-y. Hier, quand Antoine disait hier que le maire de Tigiri a été bastonné ici en brousse, ce n'était pas le maire. Aucun maire n'a été bastonné en brousse ici. C'est un citoyen. C'était lors d'un conflit entre 2 clans rivaux du RPG. C'est un citoyen qui a été bastonné en ville, mais ce n'était pas le maire. Voilà. Le maire avait été agressé dans son bureau, mais ces images n'ont jamais été publiées. Les images qui ont circulé sur Internet
Ce n'était pas le maire de Ségri, c'est juste un citoyen. Je sais, mais arrêtez de bastonner les gens à Ségri là-bas, vous aussi. Merci beaucoup, mon cher ami. Voilà, du côté de Ségri, vous nous regardez forcément sur Espace TV de ce côté. Allez, dans un instant, on va parler de cette arrestation, mon cher Moïse, parce que ça le tient tellement à cœur. On va revenir dans un instant. Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Oui, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Dans un instant, nous partons du côté de... ici, on reste à Conakry, évidemment, mon cher ami Moussa Moïse là. T'as regardé cette vidéo ou pas du tout de Bangoura, Fatou Bangoura? Non, j'avoue que j'ai pas suivi la vidéo, mais j'ai vu quelques transcriptions des propos qu'elle a pu tenir. Ouais. Militante engagée, militante des premières heures du RPG. Attends, elle n'a même pas juré dans la vidéo, parce que moi, je l'ai regardé en intégralité. Hein. Mais, écoutez, l'injustice, j'ai comme l'impression, des fois, quand je me réveille qu'on est au Far West quelque part là-bas en train de parler d'un pays qui n'est pas la Guinée. C'est-à-dire, vous avez de l'injustice partout. Quand on parle de détournement au niveau d'une mairie, mais c'est une injustice que les gens vont subir, que les populations à la base de Ségri vont subir pendant des années. Ouais. Parce que ce sont des mines qu'on exploite qui ne vont pas se reconstituer plus tard. Vous ne viendrez pas 10 ans pour dire « Ah, les mines là sont revenues encore ». Quand on a pris, c'est fini. Donc, on est en train de tuer partout les populations à la base. C'est l'une des communes les plus dotées. Un peu plus de 15 milliards de fonds par rapport au fonds Faudel. Regardez les autres communes urbaines. Vous verrez là où on doit. Bon, le président de la République il fait toujours les yeux doux à ses bastions, à ses fiefs, mais voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Pour le cas de Fatou Bangoura, je trouve quand même que c'est désolant. Les mots me manquent. Une dame, c'est vrai qu'elle est forte, femme sous bien battue. Quand elle parle... Elle est malinquée, je pense. Ah, elle est malinquée. Ouais, d'accord, Bangoura malinquée quand même, c'est étonnant. Enfin, alors, je trouve que pour des propos tenus sur le fonctionnement du parti, sur ce qui ne va pas, et que pour ces raisons-là, on lui envoie une convocation. Elle n'a pas eu le temps de répondre à la convocation. Et qu'on vienne avec des pick-up, c'est pas de quelle unité des forces de sécurité, des gens en cagoulé, qu'on la prenne à 5h du matin pour partir avec. J'ai comme l'impression qu'ils étaient venus arrêter tout le quartier. En tout cas, pas seulement pour arrêter Fatou Bangoura. Et cela contribue à crisper encore une fois le tissu social, à créer des remous un peu partout. Mais je sais pas, mec, ça rime à quoi? Quelle est l'importance d'une telle descente musclée? Vous avez une femme connue, vous connaissez son domicile, vous lui adressez une convocation pour une raison qu'elle ignore. Elle n'a pas le temps de répondre et on vient avec de gros muscles l'enlever à 5h du matin. Bien. Non, mais dans quel pays nous nous trouvons? C'est aberrant. Nyalem Bangoura est en direct ce matin chez les Jeux d'Iba. Les grandes gueules. Madame Yali Bangoura, bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, votre sœur a été... votre sœur a été arrêtée manu militari à 5h du matin. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les circonstances dans lesquelles elle a été arrêtée? Je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir m'invité à votre antenne. Merci. Je suis à plus d'un titre, moi. Dévasté. À 5h, nous on priait. Aya aussi était sorti pour faire ses ablutions et rentrer pour prier dans sa chambre. On était tous en train de prier. On a entendu grou, la porte, ils sont venus tirer la porte comme ça, ils sont rentrés. Plus de 10 personnes, militaires habillés, cagoulés. Ils sont rentrés. On demande, on ne donne pas l'occasion. Ils sont rentrés au salon. Au salon, oui, Aïe. L'autre dit, maintenant, ma petite dit, maintenant, Aïe, la porte d'Aïe a tapé. Ils sont venus retirer la petite, rentrer, tirer la porte. Aïe, allez trouver, Aïe était assise maintenant. Elle avait fini de prier, elle était assise. Maintenant, ils sont venus la ramasser comme ça, l'amener. Sans même demander, sans vraiment nous écouter. Aïe est sortie avec sa robe de nuit. D'accord. Sans nous dire où Aïe, ils amènent à Aïe. Aïe, tout de suite là, on est parce qu'on avait pris leur numéro sur la route, sur leur véhicule. Maintenant, c'était le véhicule de DPJ.
Nous sommes venus maintenant à la DPJ ici, là. C'est là-bas on a retrouvé Aja. Elle a assisté ici, là, à la DPJ ici, là, avec sa robe de nuit. D'accord. Est-ce qu'on vous a dit ce qu'on reprocherait Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce que Adja a fait qui pourrait expliquer la descente musclée de ces agents? Vraiment, on ne sait pas quel motif. Vraiment, nous ne savons pas quel motif. Parce que d'habitude, Adja a l'habitude de faire ça fait combien d'années elle fait ces vidéos-là au compte de ce parti et de ces gens-là. Maintenant, là, que Adja a tenu à faire une vidéo là, en déclarant leur mal comportement là. Hier à 17h, ils sont venus déposer la plainte. La plainte est une plainte où il n'y a même pas le nom, il n'y a pas même motif pour la dessus, il n'y a pas rien sur la plainte là. À 17h, Adja n'était même pas là. Ok, madame, il m'a wende susuru ya sali ino mana nana fradi mieux parce que mine na on na me faire que ra comprendre. Il m'a wende susuru. Problème yomuna. Ok, il y a aussi une remoubéana c'est des DPJ depuis Gesege. Mais vidéo kui a vidéo na bari na vidéo kui a mise falar na vidéo kui na noma yi ka expliquer de. Ana rampala vidéo kui Adja gere maso na rambiri RPD raconte mai ça fait des années ana gere maso mere anu mere gere maso ma ne na mudira re sare bangi kui ne nde ba para radio na sora re muna situation yo kui ni ba ina Adja wani li ina na mere li mere pa me pa Adja li Adja imura minina muna gite ma mura nyeke mo pa nyeke na to manto ni na mo mai ki mo kata pe mo ga imani rita ma toto mo ga imani rita ma toto na re sargere mo ma era no mo ki pe de mo ma toto pe na mangala Adja ili anaka mina na te na ter mere na re wo ki pe na te wa ne na no tere ala ko president na ma to de miri na re fama na re no balude à l'écoute des pauvres gens là. Agane sana na de rekwandi bekati ne to bala be kwa na kuwa ya na falari e na ngwa ya ntongo re ma finya Adja na president comité atore Adja president comité ma lo Adja be ruina Adja yere ana yite para na president for yeye na waya na falari radio rame donc ok Merinere Faria Diali na wayna ba donc Mérine na parti kuine na falari tambara girma so Alpha Condé be yakosi gouvernement barne muima. Parti kuine na parti kuine ma gira re tora rote paralyser les tensions bere radira. Na miri mo re na para ire te dera wa ire. OK. Non dinara. Wana miri ni wo kwambia awo tanda awo sensibiliser wo mini wo bi para gina te ta gina tandema. Kama ntolo li soto na kui. Na on gunti bana mezekere ngamura. Oui. Adja avocat na Adja be. Adja avocat na ira. Avocat yo ma ici ne ba mo a fait pas que na que brusquement mo mo se comprendre. Ah ouais. Très bien. Alors bon peut-être message Nibé. Non, allez Daouda. Ah to bala soroyi ki mbere na fare fa e dema wa arwanyi. Est-ce ne bala fa to jesera kolon ana lihala na ankui. Voilà, Nyale Bangoura, Nyale, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. Merci et surtout bon courage. Vous allez nous tenir informés de l'évolution de la situation, mesdames et messieurs, sur Radio Espace et dans les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village.
Voilà, on a écouté cette dame, ma chère Mafoudia. C'est bien dommage ce qui est en train de se passer, qu'à tout bout de champ, on en vient à être dans des situations comme ça. C'est quand même une dame qui est connue, qui n'est pas cachée. Ouais. Donc je pense qu'on pouvait d'abord respecter les Fatou choses. Doumbouya. Fatou Doumbouya, épouse Bangoura. Ouais. Donc on pouvait faire les choses dans les règles de l'art tranquillement, puisque déjà elle avait reçu la convocation. Ouais. Donc elle comptait se rendre. C'est vrai, il y a eu peut-être sur le coup. Elle a même publié. Moi j'ai vu Guinée News qui a fait un article là-dessus. Exactement. Elle n'est pas cachée. Elle est au pays. Je pense que il faut arrêter quand même de nous mettre dans cette peur constante, même pour quelque chose qu'on peut faire facilement. Elle aurait répondu, on l'aurait écouté. Si elle a injurié, il y a la vidéo qui est là. Si c'est prouvé qu'elle a... Elle n'a pas du tout insulté. Non, j'ai regardé la vidéo. Voilà. Donc, je pense que même ce qu'on est en train de lui faire là, aller chez elle à 5h, je pense que la loi à 5h ne lui dit pas... C'est autour de 6h. C'est 6h du matin. On parle de 5h. Normalement, la loi dit 6h. Ouais. Donc, eux-mêmes, ils violent les lois. Mais bon, malheureusement, parce que des cas comme ça, s'il y a des préjudices, c'est une femme qui se retrouve aujourd'hui assise là-bas dans sa robe de nuit. C'est comme la dame nous dit, mais c'est inadmissible. C'est l'humiliation. C'est pas normal. Possible. Respectez simplement les choses. Allez la prendre, qu'elle réponde à la convocation. C'est quand même inquiétant ce qui est en train de se passer dans le pays. À un moment, on dit le président, après ceux qui sont autour de lui, mais il faut qu'on arrête. Après, on nous met dans cette peur constante qu'on ne peut pas... On est dans une dynamique de taire toute voix dissonante, parce que vous imaginez, c'était d'abord l'opposition. Aujourd'hui, même au sein du RPG, finalement, les voix dissonantes ne sont plus admises. Vous avez vu Bani Sangaré qui a payé les frais avec le chef de cabinet au niveau du ministère de l'Éducation. Donc ça veut dire tout simplement, aujourd'hui, on est prêt à sanctionner des personnes pour des fautes politiques et les sanctionner au sein de l'administration. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme le cas de Bani Sangaré, aujourd'hui on parle de Mme Doumbouya, mais n'oublie pas que cette sortie qu'ils ont faite, c'était par rapport au parti, pas par rapport à la gestion de la chose publique. Ils ont été sanctionnés. Donc là, il y a un problème. Donc on est dans une dynamique systématique de taire toute opposition dans le pays. Normalement, ce qu'elle a dit, on est dans une démocratie, les débats d'idées, les confrontations d'opinion. Lorsqu'on n'est pas d'accord par rapport à une gestion d'un parti politique, parce que le président lui-même, il a dit lors de l'investiture, je vais penser au RPC, et aujourd'hui, on réclame leur part du gâteau. Oui, ça me rappelle tristement le soleil des indépendances de Amadou Kourouma, Fama, qui n'a eu que la carte nationale d'identité après tout son combat pour le parti. Alors, qui a fait des sacrifices de chats noirs dans des puits à des heures tardives la nuit. Et aujourd'hui, Madame Fatou est en train de vivre le même sort que Fama à l'époque. Et le pire pour elle, c'est qu'elle n'a même pas droit à la parole. Elle n'a même pas droit à cette carte nationale d'identité. Et aujourd'hui, il faut que le président accepte qu'il s'est battu pour la démocratie. Et un élément de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Il a promis à ces gens, à ces Madame Bangoura Fatou, que vous aurez désormais un interlocuteur qui est Saloum Cissé. Si déjà les gens se mettent ensemble pour attirer l'attention, je crois qu'il faut leur tendre une oreille attentive. Merci, et accepter d'aller avec. Allez-y, Moussa, pourquoi? Oui, moi je trouve que c'est une injustice historique que l'on fait à Adja Bangoura, Fatou Bangoura. Cette dame, elle a tout subi pour le président Alpha Condé, tout. Ceux qui sont les caciques du RPG peuvent le confirmer. Elle a pris tous les risques pour sa vie, au nom de l'idéal qu'il animait pour ce parti politique. Elle doit tout subir aujourd'hui, sauf ce qui lui arrive. C'est une humiliation. C'est une humiliation, c'est un affront, et ça doit donner à réfléchir. La politique, elle est la plus ingrate des choses qui existent sur Terre. Surtout celles que nous pratiquons en Guinée. Il faut vraiment faire attention, cette dame. Non, mais les mots me manquent. Il faut la sortir de là. Elle n'a rien dit qui porte atteinte à la sécurité d'État, à la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'elle a dit de si urgent qui puisse expliquer la descente musclée d'hommes en uniforme à son domicile à 5h du matin? Il n'y a pas une autre urgence dans ce pays que d'aller choper notamment des gens qui ont des propos contraires à ceux qui sont pensés à des propos qui sont tenus au palais séquotorien. Je trouve qu'on a mieux à faire dans ce pays. Merci beaucoup, Moussa Moïsi. Là, on nous signale avec Mamoudou Babila Keïta qui est déjà sur le terrain. À l'instant, les Bureaux Rouges sont en train de cocher des maisons dans la zone de recasement appelée Kenende Rai. Et voilà, vous allez avoir plus de détails évidemment avec la rédaction un peu plus tard, soit à la télé ou à la radio.
On a terminé. Félicitations à notre Sylie nationale. On n'a pas parlé ce matin, voilà, mais c'est important. En tout cas, on verra tout ça dans nos prochaines éditions. Merci à vous tous. Lundi, on va se retrouver pour d'autres aventures. Grand merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission, à Mamoudou Kondé, à Kabine Kondé, à Nalaï Sidibé, à Mafata Sano, toute l'équipe au niveau de la Réal, à l'enfant de Sigiri, Malisila, Poutine. Oh, il est en train de rigoler. Prenez soin de vous. Dans un instant, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouve pour Zik, laisse passer la matinée, et sur Espace TV. Les infos reviennent avec l'équipe de notre ami Jacques Lewaleno. À demain, c'est Madame Yoro que vous allez retrouver. Nous, on se retrouve lundi. Au revoir.